Il y a les vivants, il y a les morts, et il y a ceux qui vont sur les mers. La formule est attribuée avec un coefficient relatif d'incertitude à Platon. Certains l'attribuant aussi à Aristote. Il n'en reste pas moins que je partirai de cette formule pour vous emmener aujourd'hui, non pas dans l'espace dans lequel nous sommes partis quand nous avons évoqué les enjeux du droit de l'espace et du traité de l'espace, non pas non plus dans cet espace très surprenant que constitue l'espace transcendantal de la critique de la raison pure, mais en mer, et dans la mesure du possible pour penser la mer en haute mer. La mer est tout à la fois chérie par l'homme et redoutée du marin pour ses colères, qui sont subites, qui sont violentes. La mer envoûte, mais elle effraie aussi les hommes. Aussi est-ce bien l'ambiguïté de ce rapport que nous entretenons avec l'espace maritime qui devra ici être interrogée. Car si la mer est l'espace de tous les dangers, elle offre d'abord un extraordinaire terrain de découverte et de jeux multiples et variés. Entre attirance donc et aversion, ce sont ainsi les ressorts des vertus, les ressorts des pouvoirs mystérieux que nous attribuons à un espace qui n'est pas humain, que nous devrons tirer au clair, et ce sera pour moi l'occasion, in fine, d'interroger les raisons pour lesquelles je cède depuis près de 25 ans à l'appel du large. Alors, si un usage commun veut qu'on distingue les espaces d'eau salée fermés des espaces d'eau salée en communication libre, la mer, au sens générique du mot, confond ces deux espaces. Les uns, les premiers, sont enclavés entre des masses terrestres, on les appelle plutôt des mers. Les autres s'étendent sur de très longues distances ouvertes et on les appelle plutôt les océans. Un premier paradoxe, nous y reviendrons, tient à ce que ces espaces ont longtemps été considérés comme des frontières géographiques, ce qu'ils sont souvent, mais peuvent tout autant être envisagés comme des liens entre les sociétés, pouvant ainsi se déporter d'elles-mêmes, s'enrichir de multiples découvertes par le biais de ces eaux dont la mollesse apparente contraste avec la dureté de la terre. On dira que le paradoxe n'est qu'apparent, et ce n'est pas tout à fait faux, tant il est vrai qu'il faut bien qu'une frontière délimite deux régions pour que les entités résultant de cette délimitation puissent se rencontrer et échanger l'une avec l'autre. Reste qu'en cette immensité molle que constitue l'espace maritime, ce dernier apparaît d'emblée, on l'a dit, comme un espace paradoxal. C'est un espace paradoxal, mais c'est d'abord un espace complexe. En effet, en incluant le littoral, l'eau territoriale et la haute mer, l'espace maritime désigne des réalités juridiques distinctes et des ressentis aussi, des vécus tout aussi distincts. Du point de vue de l'homme qui s'y aventure, bien sûr, je veux parler du marin, que celui-ci soit un professionnel ou que ce soit un plaisancier. Alors pour le juriste, qu'est-ce que la haute mer ? La haute mer, pour le juriste,
se définit par exclusion. Comme le précise la Convention des Nations Unies, il s'agit, je cite, de toutes les parties de la mer qui ne sont pas comprises dans la zone économique exclusive. Je répète, toutes les parties de la mer qui ne sont pas comprises dans la zone économique exclusive, qu'on appelle plus communément la ZEE. Alors qu'est-ce que c'est que la ZEE? C'est ce qu'il ne faut pas confondre avec la mer territoriale. La mer territoriale, c'est cet espace, si vous voulez, qui se prolonge jusqu'à une distance de 12 000 nautiques de la côte et qui est un espace territorial souverain. 12 000 nautiques de la côte, c'est-à-dire environ 20 km, puisque 1 000 nautiques égale 1852 mètres. 1 km, 850. Ça, c'est la mer territoriale. Donc, c'est un territoire qui est considéré comme un territoire dont le pays côtier est souverain. Et puis, il y a la ZEE, je le disais, la zone économique exclusive, qui, elle, couvre un espace qui s'étend jusqu'à une distance de 200 000 nautiques de la côte, donc 360 km environ. Et sur cette zone-là, la ZEE, on ne peut pas considérer que le territoire de cette zone-là est un territoire, sur lequel le pays côtier a un droit de souveraineté. En revanche, ce pays jouit d'un droit souverain d'exploration et d'utilisation des ressources donc, de cette ZEE. Par exclusion, donc, tout ce qui est au-delà de cette zone d'exclusion économique, donc tout ce qui est au-delà de la distance de 200 000 nautiques de la côte, c'est ce qu'on appelle, en termes de droit, la haute mer. Alors pour le marin, si on met de côté la question du droit, pour le marin, les choses sont un petit peu différentes. La haute mer correspond en effet à toute une série de représentations qui sont partagées par les usagers de la mer, et que ces usagers soient des pêcheurs, des navigateurs à la voile, bien encore des marins de la marine marchande. Par exemple, si on interroge les navigateurs à la voile, ils diront qu'ils se sentent en haute mer bien avant d'avoir dépassé la frontière des 200 000 nautiques de la ZEE. En effet, leur ressenti est lié à toute une série de perceptions. Certaines sont visuelles. On ne voit plus la côte. Et puis la couleur de la mer change. Le bleu de la mer, à une distance de 200 000 nautiques, est beaucoup plus profond. Au milieu de l'Atlantique, il est encore plus profond. La couleur de la mer change et le rapport ainsi à l'environnement n'est plus du tout le même. D'autres sont encore plus physiques. La houle au large s'allonge. La houle au large s'amplifie. D'autres sont, cette fois-ci, plus rationnelles. Un simple calcul permet d'établir qu'on est, par exemple, à plus de 24 heures d'un abri, sachant que le bateau marche à telle ou telle vitesse. La sensation, le sentiment d'être en haute mer est donc lié, aussi à des paramètres qui sont des paramètres relatifs, à savoir la vitesse du bateau et, pour ce qui est des bateaux à voile, la direction d'où souffle le vent, puisqu'il est évidemment infiniment plus long de parcourir une distance quelle qu'elle soit face au vent que si on navigue au portant, c'est-à-dire lorsque le vent pousse le bateau, alors que lorsqu'on navigue face au vent, on peut dire que le bateau est tiré ici finalement par le vent. Alors la conjugaison de ces perceptions, qui sont des perceptions physiologiques et intellectuelles, détermine de fait la nécessité de s'adapter à cet espace lui-même, totalement inadapté à l'homme. Autrement dit, de s'amariner, comme le disent les marins,
nécessité induite bien davantage par la navigation hauturière en haute mer, qui implique de vraiment vivre en mer, que par la navigation côtière que beaucoup de plaisanciers pratiquent lorsqu'ils quittent le port de la Trinité à 10 h du matin pour y revenir à 18 h. Alors pour qui veut comprendre la mer, il est clair que la formule qui est attribuée à Platon et à laquelle je vais revenir est tout à fait intéressante. On peut d'abord la lire comme une promesse adressée à l'imprudent qui se risquerait en mer. Et pour tout dire, comme une promesse de malheur, la promesse de la mort. Car si les terriens sont vivants, les marins ne seraient que des morts en sursis, toujours vivants, mais déjà potentiellement, inexorablement morts. L'espace maritime serait là l'espace de tous les dangers, ce dont nous devons rendre compte. Mais la formule de Platon, je crois qu'elle peut être envisagée autrement. On peut vivre sur terre, on peut vivre sur un sol dur, résistant à la pression, à l'abri des tempêtes. On peut vivre en sécurité, loin des dangers. Mais vivre ainsi, est-ce que c'est vraiment vivre ? Le marin intrépide, qui part à l'aventure, qui ne peut prévoir tous les événements météorologiques ou autres qui peuvent survenir, et qui devra au large les assumer seul, sans toujours pouvoir obtenir de l'aide. N'est-il pas au fond l'homme que nous sommes tous lorsque, pour construire notre vie, nous devons la risquer? Lorsque, pour vivre, nous devons inventer notre vie, refuser le fatalisme et faire preuve de courage. Agir et ne pas se résigner à subir. Telle est peut-être la nécessité au devant de laquelle court le marin s'il veut parvenir à bon port. Par où l'on voit deux choses. La première, que nous pouvons sans doute réinterpréter la thèse de Platon. Ce n'est pas, en effet, que les marins sont des morts en sursis, mais qu'ils vivent une vraie vie, quand les terriens, s'ils ne risquent pas la leur, ne feraient que vivre une vie sans engagement, une vie sans action. Car qu'est-ce qu'agir, en effet, sinon toujours s'efforcer de réussir et pour cela, toujours risquer ce qu'on appelle l'échec. Or, pour échapper à la fatalité, pour échapper au déterminisme, pour échapper à la passion, ne sommes-nous pas obligés d'en passer par là? De sorte que le risque encouru n'est rien d'autre, en vérité, que la liberté que nous ne pouvons gagner qu'en agissant et en jouant. Le marin risque la mort, nous dit Platon. Mais le marin est un homme qui, mis en demeure de tracer sa route, de se fixer un cap, de courber le dos si la mer se déchaîne, devra s'efforcer, par sa ruse, par son courage, de maîtriser ce qui d'abord ne dépend pas de lui. Et à force de discipline, à force de volonté, il se libérera de la fatalité. Il se créera comme un libre destin, s'appropriant sa vie à chaque instant par son action. La deuxième, que la formule de Platon a ceci d'intéressant aussi, qu'elle définit la mer comme l'espace dans lequel on court le danger de la mort, mais aussi comme l'espace même de la liberté, si celle-ci définit le fait de l'existence, si exister est agir, et si agir, vraiment, pour se libérer du fatalisme, est forcément courir le risque de l'erreur. Il en découle donc que, en parlant de la mer, Platon nous parle de l'homme. Autrement dit,
qu'en envisageant l'espace maritime, c'est le monde des affaires humaines que Platon envisage. Penser la mer comme ce dans quoi on risque la mort, c'est envisager l'homme comme le vivant qui sait qu'il est mortel. C'est donc appréhender l'homme à travers la conscience de la finitude. Mais penser l'espace maritime comme un espace de liberté dans lequel seul l'homme pourrait saisir la chance et courir le risque de vivre libre, n'est au fond rien d'autre qu'envisager l'homme comme le vivant, qui n'existe vraiment qu'à la condition d'être libre. L'espace maritime est donc ici ce dans quoi se reflète. Premièrement, dans la crainte de mourir qui lui est attachée. Et deuxièmement, dans le rêve de liberté qui lui est suspendu tout à la fois le malheur et le bonheur de la condition humaine. Ceci dit, la mer est aussi ce dont la profondeur et l'étendue symbolisent, je vais maintenant en parler, la complexité et l'insondabilité de l'âme. Qui pourra jamais, en effet, connaître les ressorts les plus profonds de nos actions? Qui pourra jamais prétendre connaître tout ce qui le constitue? Des pièges de la conscience. Au travail de l'inconscient, bien naïf serait celui qui croirait pouvoir lire en lui-même, comme dans un miroir. Or, précisément, comme Baudelaire le souligne, dans le poème des Fleurs du Mal, qui est intitulé « L'homme et la mer ». Comme Baudelaire le souligne, par sa profondeur, la mer n'est pas simplement un espace d'insondabilité. Elle est le miroir des ténèbres et des mystères qui spécifient la vie de l'esprit. Ce que Bergson appellerait aussi peut-être la pensée profonde. Espace proprement abyssal, la mer, par son immensité, nous ouvre ainsi les portes d'un espace qui n'est plus objectif et qui n'est plus physique, mais qui est mental, un espace qui est l'espace de l'intériorité, l'espace de la conscience, mais aussi l'espace du rêve et l'espace de la méditation. Dans le sens où l'étendue de cet espace donne à penser, mais aussi dans le sens où il invite l'homme, comme le dit encore Baudelaire, à, je cite, contempler son âme et à ressaisir, à travers l'image des ténèbres attachées aux abysses, l'obscurité secrète et insondable de son intimité psychique. Aussi la mer, par sa ressemblance avec l'âme, est-elle un espace dans lequel l'homme peut se contempler avec une certaine complaisance narcissique et de fait s'ouvrir aussi à l'introspection. Elle sera chérie de l'homme libre parce qu'elle l'invite au voyage et lui réserve quantité de découvertes et de surprises, des meilleures aux moins heureuses. Nous l'avons vu avec Platon, la mer est donc un espace de danger maximum. C'est dû à un certain nombre de raisons objectives dont il faut parler. La première raison, c'est que l'homme n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Que cette eau, d'ailleurs, soit douce ou salée. Notre expérience personnelle nous a depuis longtemps convaincus qu'on a affaire ici à un milieu très hostile pour l'homme. Et l'on sait par exemple que dans une eau à 10 degrés Celsius, l'espérance de vie d'un être humain ne dépasse pas 30 à 60 minutes. C'est d'ailleurs ce qui amena un navigateur français très célèbre, Éric Tabarly, lui-même disparu après une chute à la mer, en 1998, si ma mémoire est bonne, à déclarer « Un homme qui tombe à l'eau n'a rien à faire sur un bateau ». La deuxième cause, liée à la très faible espérance de vie d'un homme tombé à l'eau, c'est l'imprévisibilité, à long terme, des conditions de mer et de vent que le navigateur peut rencontrer au cours d'une traversée ou donc d'une navigation hauturière. Car il est possible d'avoir une prévision météorologique fiable à 6 jours, mais il n'est pas possible d'en avoir une qui le soit à 10 ou à 12 jours. Sachant que la durée moyenne d'une traversée vers l'archipel des Açores est d'une dizaine de jours, il apparaît donc clairement qu'il faut forcément courir le risque
de la survenue d'une dégradation atypique des conditions météorologiques, si l'on veut mettre le cap sur les Açores, et a fortiori, puisque c'est souvent une étape vers ce but, vers les Antilles. Enfin, la troisième cause principale de la dangerosité de la navigation hauturière, c'est l'isolement. Le marin se trouve dans un milieu où il est le plus souvent impossible d'être secouru rapidement en cas de problème sérieux. Si un hélicoptère de secours vole à une vitesse de 300 ou 400 km/h, il a une autonomie de vol à peu près, si vous voulez, de 3-4 heures, ce qui veut dire qu'en gros, au-delà d'une distance, encore une fois, de 150 à 200 ou de 200 000 nautiques, il ne pourra pas intervenir en 30 minutes. Par conséquent, si un accident survient au-delà de cette distance-là, il faudra qu'un cargo se déroute, par exemple, et évidemment, ça pourra prendre beaucoup plus de temps. Le marin ne pourra donc compter que sur lui-même. Mais si l'homme n'est pas naturellement adapté pour survivre en mer, et si l'isolement du marin lui interdit souvent de pouvoir espérer son salut de l'intervention d'un sauveteur, la mer est un espace qui présente une autre particularité. Cet espace est liquide, il n'est pas solide. Au premier abord, il n'offre aucune résistance. Il cède sous la pression de la coque d'un navire. Il cède aussi cet espace sous la pression du vent qui lève la mer. La mer apparaît ici, c'est ce que souligne Hegel dans ses cours sur la philosophie de l'histoire, comme un élément tranquille, dit-il. Comme un élément, je cite encore Hegel, soumis. La mer semble innocente, poursuit Hegel, elle semble, je le cite encore, aimable. Or, cette mollesse de la mer est ce qui fait, en vérité, sa dangerosité. Puisque le vent peut la former jusqu'à la rendre monstrueuse, quand il soufflera en ouragan. Le marin devra donc faire preuve de ruse, ne pas se laisser abuser par les calmes qui, parfois, vous le savez, précèdent et annoncent les tempêtes. Il faut d'ailleurs ajouter ici que si la mer éveille l'homme à la ruse, elle est aussi sans doute ce qui peut l'élever à quelque chose de plus noble, à quelque chose de courageux. C'est vrai que la mer a toujours été un moyen de développement des échanges commerciaux. Les hommes ont donc de tout temps sillonné les mers en espérant s'enrichir, en espérant faire fortune. Or la mer, d'une certaine façon, souligne encore Hegel dans La raison dans l'histoire, anoblit ce penchant à la richesse, souvent réprouvé par la morale. En effet, la mer, en obligeant l'homme à affronter les 1000 dangers de la navigation hauturière et de l'aventure maritime, la mer permet à cette concupiscence, à ce goût de la richesse, mise en demeure de résister à la crainte de mourir, d'être pour ainsi dire élevé à quelque chose de plus noble, à quelque chose de plus courageux que ce qu'il est d'abord. Loin s'en faut, pourtant, bien sûr, que la mer ne fasse qu'élever l'homme, concupissant à la bravoure et au courage. Comme nous l'avons déjà dit, l'espace maritime, qui semble d'abord constituer une frontière naturelle et par là séparer les peuples et les nations, a toujours été comme un pont jeté entre les cultures, ce dont témoigne la profusion des routes commerciales que j'évoquais et dont il a rendu l'ouverture possible, et dont certaines d'entre elles, vous le savez, ont donné leur nom à de célèbres courses océaniques, en particulier transatlantiques. Espace commercial donc, espace de découverte, espace d'exploration scientifique, mais espace aussi de confrontation militaire et ainsi de démonstration de puissance. L'océan a donné naissance, souligne encore Hegel, à un type de vie très spécial. Nous ajouterons ici qu'à ce type de vie sont associés un certain nombre de représentations que nous ne pouvons pas ignorer. Par son étendue, par l'étendue de la mer, l'homme découvre l'illimité. Il découvre l'idée de l'infini. Par la mollesse qu'il oppose à la dureté de la terre, l'espace hauturier donne à l'homme l'idée de l'indéterminé, ou plutôt de ce qui, n'ayant pas de forme propre, peut les prendre toutes, ouvert à tous les possibles et donc à toutes les libertés.
car la mer ne semble pas tolérer de délimitation. Elle ne semble pas avoir de bornes. Tandis que la terre fixe l'homme au sol, tandis que la terre sédentarise l'homme et restreint sa liberté, puisqu'elle l'enferme dans un lieu, dans un topos, l'espace maritime, lui, à l'inverse, il projette l'homme au-delà de lui-même, au-delà de sa culture, au-delà de son topos, au-delà de son identité. Invitation au voyage et de fait à la découverte. Invitation à la compréhension de soi dans et par l'ailleurs. La mer, en conduisant l'homme au plus lointain de lui-même, l'ouvre donc à la liberté, à l'esprit de conquête, à l'esprit de l'action, au courage et au dépassement de soi. Irons-nous ici jusqu'à dire que la mer élève l'homme qu'en lui laissant imaginer des possibles, fussent-ils les plus improbables, elle favorise le développement de l'esprit? Je crois que rien ne nous l'interdit. D'autant qu'espace de liberté, la mer est aussi, pour reprendre l'expression de Victor Hugo, un espace de rigueur. Qui connaît l'œuvre de ce navigateur, de ce fin connaisseur de l'Atlantique Nord, de la Manche, de la mer d'Irlande, ne s'étonnera pas d'un tel propos. Il n'y a qu'à revenir à l'homme qui rit. Il n'y a qu'à revenir aux travailleurs de la mer, aux caprices des courants près du phare des Roches d'Ouvre, plateau sur le fond duquel il n'est qu'à consulter une carte marine de détail pour le vérifier, s'entassent des dizaines d'épaves drossées par les vents. Et cela pour comprendre que vivre en mer, si jouer des impondérables, qu'ils soient techniques, météorologiques ou médicaux, réclame précisément rigueur et discipline. La raison en est simple, que nous avons déjà évoquée. Un bateau peut percuter une bille de bois qui pourra provoquer une voie d'eau. Un incendie dû au gaz ou à l'électricité est toujours possible. Il importe donc ici non pas de se convaincre que tel ou tel accident va se produire, auquel cas aucun marin ne quitterait le port, mais de se poser la question de savoir si l'on sait ce qu'il faut faire, dans le cas où tel événement se produirait, si l'on dispose bien des moyens à bord d'y faire face. Par où l'on voit que si la mer reste un espace d'aventure, on n'y part pas à l'aventure et encore moins pour y pratiquer ce qu'il faudrait appeler des navigations aventureuses. Combien de fois ici faudra-t-il préciser à ceux qui ne connaissent ni les bonheurs de l'alpinisme, ni les joies de la navigation, que l'aventurier n'est pas celui qui part à l'aventure. Il n'est ici qu'à observer comment l'alpiniste range son sac à dos, comment et dans quel ordre il love ses cordages, ou comment encore le marin prépare son bateau pour s'en convaincre. La rigueur dont parle Victor Hugo est donc synonyme de prudence, de prévoyance, d'anticipation, mais elle est aussi synonyme de savoir-faire, d'expérience, car il faut bien, pour apprendre et réfléchir, se perfectionner, il faut bien, pour se perfectionner, apprendre et réfléchir. La mer est donc une école de la rigueur, qui ne voit pourtant que cette discipline que la mer impose aux navigateurs est en même temps le levier qui permet à ce dernier d'accéder à la liberté. Car enfin, s'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, on l'a dit, un accident, un coup de vent qu'il faut bien essuyer sans pouvoir l'éviter, n'est-ce pas la capacité que nous aurons de prévoir cette nécessité, d'apprendre à la gérer, qui nous permettra de maîtriser ces situations. Aucun marin n'a envie d'essuyer un ouragan, mais tous les marins ne s'y résignent pas avec passivité, en remettant leur sort à Dieu. Car il dépend de nous, dit Épictète, de prévoir la tempête, d'apprendre les manœuvres de sauvegarde qu'elle réclame. Évidemment, Épictète ne nous parle pas précisément des manœuvres de sauvegarde, mais Épictète nous dit, vous le savez, qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, et qu'il y a des choses qui dépendent de nous, et que c'est précisément parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous qu'il faut s'occuper des choses qui ne dépendent pas de nous. En faisant reculer donc les limites du possible, pour nous rendre maîtres d'une situation qu'on ne maîtrise pas. D'abord, la mer est ainsi, par la menace qu'elle fait peser sur notre pronostic vital, non seulement une école de courage, d'engagement volontaire, mais aussi l'école de la liberté. Et Victor Hugo le dit aussi,
si la mer est un espace de rigueur, elle est aussi un espace de liberté. Cette liberté ne saurait être vécue si l'homme qui va sur les mers n'acceptait de risquer sa sécurité et sa vie. Car c'est précisément le faisceau des facultés qu'il doit mettre en œuvre pour se rendre maître d'un univers hostile qui peut lui permettre de vaincre la fatalité. Or, ce risque signifie, si vous voulez, plusieurs choses. Premièrement, qu'on ne saurait naviguer sans accepter que les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait qu'elles se passent. Deuxièmement, on l'a déjà vu que si on n'acceptait pas que les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent, eh bien on resterait au port, on resterait à terre. Troisièmement, que le fait que les choses ne se passent pas comme on le voudrait ne nous empêche absolument pas d'être libres. En effet, la survenue de l'accident, en tant que celui-ci ne dépend pas de moi, ne saurait m'empêcher d'être libre. Ce qui le peut bien davantage, ce serait plutôt l'impréparation de celui qui, n'ayant pu imaginer que les choses ne se déroulent pas comme il l'aurait voulu, céderait à la panique. Une vague dite scélérate, imprévisible, peut projeter un membre de l'équipage à la mer. N'est-ce pas pour cette raison précise qu'il faut s'exercer régulièrement à la manœuvre de récupération d'un homme passé par-dessus bord? L'océan, on le voit au terme de cette analyse, n'est donc pas un espace paradoxal comme un autre. Cette immensité molle, capable de passer de l'état de la tranquillité à celui de la fureur, réclame du marin un ensemble de dispositions qui sont loin d'être anodines. Je dirais pour conclure que ce dernier ne doit pas simplement être courageux, volontaire. Il doit être prudent, avisé. Autrement dit, intrépide, sans être téméraire. Opiniâtre, sans être obstiné. Audacieux, sans être inconscient. C'est-à-dire qu'il doit être prudent, mais sans être peureux, et raisonnable, sans être résigné. Autant de dispositions qui rendent possible de parcourir les océans. Autant de dispositions qui font de l'espace maritime un laboratoire des vertus, une école de la vie et de la navigation, une école de sagesse, et donc un formidable moyen de se transformer soi-même. En fin de compte, une ascèse. Je vous remercie de votre attention.